La valeur de l'IA conversationnelle se mesure à la capacité du logiciel à comprendre le langage et à mener des conversations. L'apprentissage automatique qui sous-tend ces conversations est appelé modèle de langage. Il fait appel à des techniques telles que l'apprentissage non supervisé, une approche d'apprentissage automatique qui vise à examiner des tâches telles que le langage et pas seulement des points de données. Bon, j'aurais peut-être pas écrit ça, mais en tout cas, telles sont les explications fournies par un algorithme appelé GPT-2 lorsque je lui ai demandé ce que sont les modèles de langage. Bon, techniquement, GPT-2 m'a fourni une réponse en anglais et j'ai ensuite utilisé un autre algorithme appelé DeepL pour permettre la traduction en français. Et je pense qu'on peut dire qu'au final, le résultat est vraiment pas mal, peut-être même surhumain à bien des égards. Ou du moins la réponse de GPT-2 est sans doute meilleure que ce que 99% des humains répondraient si on leur demandait ce qu'étaient les modèles de langage. Et encore, GPT-2 est un algorithme de début 2019. Il a donc maintenant 2 ans. Autant dire que dans la lignée des algorithmes de machine learning, c'est déjà devenu un peu un dinosaure. Son évolution GPT-3 est capable de prouesses plus surprenantes encore, et les équivalents de Google sont sans doute beaucoup plus impressionnants encore. Mais comment est-ce possible? Comment ces algorithmes ont-ils atteint de telles performances, parfois, peut-être même souvent supérieures à ce que 99% des humains répondraient? Aujourd'hui, on va voir que la prouesse de ces algorithmes modernes réside en fait dans la déraisonnable efficacité du bayésianisme pragmatique. En effet, ce que ces modèles de langage essaient de faire, c'est déterminer la probabilité d'un mot sachant les mots qui l'entourent. Par exemple, dans la phrase « La valeur de l'IA conversationnelle se mesure à la capacité du logiciel à le langage et à mener des conversations », quel est le mot probable dans l'espace laissé vide? Quelle est la probabilité que ce mot soit parlé? Quelle est la probabilité qu'il soit modélisé? Quelle est la probabilité qu'il soit comprendre? En particulier, pour écrire du texte, les algorithmes de langage vont typiquement chercher à deviner le mot suivant probable, sachant les mots précédents, comme c'est le cas dans les algorithmes d'autocomplétion de vos téléphones. Ainsi, pour la phrase « Il fait appel à des techniques telles que l'apprentissage non supervisé, quel est le mot suivant le plus probable ?» Telle est une question typique que les algorithmes de traitement de langage se posent à longueur de journée. Et alors, si vous avez suivi cette série, vous avez certainement remarqué que le problème de complétion de phrases est en fait très similaire à celui de l'induction introduit par David Hume et à celui de la prédiction définie par Ray Solomonoff, où les bits sont remplacés par des mots. En fait, le pur bayésianisme de Solomonoff s'applique parfaitement au problème de la complétion de langage et donc à la génération de textes crédibles. Bon, malheureusement, comme on l'a vu, ce bayésianisme requiert des calculs déraisonnables, ce qui rend le pur bayésianisme inapplicable en pratique. Cependant, les chercheurs en informatique n'ont pas baissé les bras. Plutôt que d'appliquer la formule de Bayes, ils ont défini toute une machinerie complexe à base de transformers, de mécanismes d'attention et de descente de gradient pour effectuer des approximations rapides à calculer de la formule de Bayes qui, de plus, sont parallélisables sur des unités de calcul comme des cartes graphiques. Ou dit autrement, les chercheurs en machine learning ont développé des algorithmes très sophistiqués de bayésianisme pragmatique. Et de façon spectaculaire, ce bayésianisme pragmatique a réussi des prouesses ahurissantes comme la faculté de décrire leur propre fonctionnement. Mais comment est-ce possible que l'approximation d'une équation aussi simple que la formule de Bayes permette d'acquérir des facultés conversationnelles aussi impressionnantes? Les lois des probabilités sont-elles vraiment suffisantes pour apprendre à une machine à parler comme un humain, voire mieux que 99% des humains? L'équation utilisée pour résoudre l'énigme des 2 enfants peut-elle vraiment permettre de comprendre le langage humain? La principale raison pour laquelle le bayésianisme pragmatique peut nous paraître déraisonnablement efficace est sans doute liée à notre incapacité à envisager les conséquences de ce bayésianisme pragmatique appliqué à un très grand nombre de données. De façon plus générale, il est certainement critique de noter que lorsque vous apprenez les probabilités, vous appliquez généralement ces probabilités à très peu de données. Typiquement dans cette série, les calculs explicites de la formule de Bayes, c'était l'énigme des 2 enfants ou le problème de Monty-Rolf, des problèmes avec extrêmement peu de données. Ces petits exemples ont le don de nous familiariser avec des lois comme la formule de Bayes. Cependant, ces exemples sont aussi extrêmement trompeurs puisqu'ils se restreignent constamment à des applications des probabilités à petite échelle. Mais le bayésianisme qu'il faut appliquer, c'est le bayésianisme appliqué à l'ensemble de toutes les données que vous avez collectées dans toute votre vie. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, ceci correspond à au moins des milliers de milliards de données. Il aurait ainsi fallu appliquer la formule de Bayes des milliers de milliards de fois pour savoir ce que le bayésianisme nous pousse vraiment à croire. Et en particulier, si vous voulez juger le bayésianisme à partir de ces résultats, c'est ce calcul qu'il aurait fallu faire.
C'est notamment en vertu de cet aspect cumulatif du savoir que l'idée de suspendre son jugement et de conclure uniquement en fonction du résultat d'un test significatif est en fait extrêmement fallacieuse. Il omet complètement le préjugé qui résulterait en fait de l'analyse de milliers de milliards de données passées déjà collectées. Même si ces données n'offrent souvent pas une réponse univoque aux problèmes sous considération, ils offrent généralement des informations partielles en fait critiques pour affiner notre jugement. En fait, ces informations massives du passé sont même souvent plus informatives que les résultats du test statistique, celui-ci ayant ses propres limites. Malheureusement, appliquer la formule de Bayes une seule fois est déjà horriblement complexe, surtout si on considère un nombre combinatorial de théories concurrentes. Appliquer la formule de Bayes des milliers de milliards de fois, ça dépasse complètement notre imagination. Et c'est précisément pour cela qu'on a tendance à gravement sous-estimer la déraisonnable efficacité du bayésianisme, même lorsqu'on se restreint à du bayésianisme pragmatique. Un bon bayésianisme pragmatique doit tenir compte de l'ensemble des milliers de milliards de données auxquelles on a eu accès. Faute d'efforts pour ne serait-ce qu'imaginer les conséquences d'un tel calcul monstrueux, on est voué à être surpris par les conséquences du bayésianisme. Voilà une chose que le génialissime Alan Turing avait anticipé dès 1950. Dans son merveilleux article, il écrivait ainsi la chose suivante. Je cite, « Les machines me prennent très souvent par surprise. C'est en grande partie parce que je ne fais pas suffisamment de calculs pour décider de ce qu'il faut attendre d'elles, ou plutôt parce que, bien que je fasse un calcul, je le fais de manière précipitée, bâclée et en prenant des risques. » Et ça, c'est Alan Turing. Trop souvent, malheureusement, beaucoup de pseudo-bayésiens, à commencer par moi-même, au lieu d'effectuer le calcul bayésien, nous faisons un calcul de manière précipitée, bâclée et en prenant des risques, voire beaucoup d'entre nous ne faisons aucun calcul. C'est cela qui nous rend si mauvais sur le point cognitif, si distant de la formule de Bayes et du pur bayésianisme, et donc si surpris lorsqu'on constate les performances déraisonnables d'un bayésianisme pragmatique appliqué à de très grandes quantités de données. Comme par exemple lorsqu'on constate les performances spectaculaires de GPT-3 et des autres algorithmes de traitement du langage. Il faut toutefois faire attention à notre intuition des algorithmes de langage. Quand on les lit, on peut avoir l'impression de parler à un humain. Cependant, contrairement à un humain, ou disons contrairement à beaucoup d'humains dans beaucoup de cas, dans la version de base en tout cas, ces algorithmes de traitement de langage n'ont aucun objectif en tête. Ou plutôt, leur objectif, c'est d'auto-compléter les phrases pour obtenir des phrases crédibles selon elles. Ou pour être encore plus précis, les algorithmes de langage sont en fait entraînés pour terminer des phrases de sorte que, selon eux, les phrases obtenues sont parmi les plus probables, sachant le texte qui vient juste avant et sachant tous les textes auxquels les algorithmes ont été exposés précédemment. Pour insister sur la mécanique en jeu, ces algorithmes ont été qualifiés de perroquets stochastiques par les chercheuses Emily Bender, Timmy Gebru, Angelina Macmillan-Major et Margaret Mitchell, la jumelle maléfique de Margaret Mitchell qui, elle, a été malheureusement licenciée par Google. Autrement dit, ces algorithmes ne font que produire du texte qui ressemble statistiquement aux textes sur lesquels ils ont été entraînés. Bon, après j'ai envie de dire que c'est pas forcément très différent d'un élève à qui on demande d'écrire une dissertation en cours de français. Le gros problème qui vient avec, toutefois, c'est que ces perroquets stochastiques vont répéter ce qu'ils ont lu, y compris lorsque ce qu'ils ont lu contient des discours de haine détestables. Et ce n'est pas étonnant, on ne leur a jamais dit que ces discours de haine sont des discours qu'il ne faut pas répéter. Au contraire, on dit à ces algorithmes qu'il s'agit de types de textes que ces algorithmes devraient répliquer. En fait, le problème est encore plus vicieux, comme l'ont montré les chercheurs Chris McGuffey et Alex Newhouse du Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism en Californie. Quand on pose des questions à ces algorithmes au sujet de QAnon par exemple, la réponse qu'ils fourniront dépendra de la manière dont la question est formulée, voire de manière plus subtile encore, des questions formulées précédemment. Ainsi, lorsqu'ils ont demandé directement ce qu'est QAnon sans préliminaire, l'algorithme GPT-3 a fourni une réponse très wikipédesque. Une telle réponse est à la fois factuelle, mais aussi très suspicieuse de la validité de QAnon. Cependant, lorsque la question « Qu'est-ce que QAnon ?» est précédée de questions typiques des blogs conspirationnistes, GPT-3 répond désormais de manière affirmative et sans nuance que QAnon est une infiltration des hautes sphères du gouvernement qui est en train de révéler le Deep State. Et à bien y réfléchir, ceci n'est pas si surprenant. Lorsqu'on pose une série de questions typiques de ce qu'on trouve sur Wikipédia ou dans des articles de journaux sérieux, GPT-3 va fournir des réponses cohérentes avec les textes qui contiennent ces questions. Cependant, lorsque les questions sont celles de subreddits conspirationnistes, GPT-3 va fournir des types de réponses parmi les plus fréquentes dans ces subreddits conspirationnistes. Voilà qui semble soulever de sacrées préoccupations éthiques. Ces algorithmes entraînés sur d'énormes quantités de données sont en fait complètement manipulés par leurs données d'entraînement.
et je trouve ça absolument terrifiant que ces algorithmes sont déjà déployés à très grande échelle. GPT-3 par exemple produit actuellement des milliards de mots par jour, tandis que Google répond quotidiennement à des requêtes de milliards d'utilisateurs et utilise certainement ces algorithmes de traitement du langage pour déterminer quel contenu recommander à quels utilisateurs en fonction de leur historique. Dans ce contexte, il faut s'attendre à ce que les utilisateurs dont le langage est déjà similaire à ce qui est écrit dans les subreddits conspirationnistes seront constamment bombardés de réponses typiques de ces subreddits. Et bien sûr, je parle là de QAnon, mais l'argument semble s'appliquer à toutes sortes de courants de pensée et de diffusion de mésinformations sur des sujets comme le changement climatique, les vaccins, le nucléaire ou encore la chloroquine. Le fait que les perroquets stochastiques posent des problèmes éthiques devrait en fait pas être surprenant, surtout si vous avez lu mon livre La formule du savoir. Après tout, les perroquets stochastiques sont des bayésiens pragmatiques et comme je l'explique dans le dernier chapitre de la formule du savoir, les entités qui ne font qu'appliquer ou approcher la formule de Bayes n'ont pas de morale. Ou plus précisément, ils sont capables de prédiction, mais ils n'ont aucune notion de ce qui est désirable. Mais du coup, lorsque ces perroquets stochastiques sont déployés à très grande échelle, ils auront inéluctablement toutes sortes d'effets secondaires imprévus à très grande échelle. Il est inévitable que certains de ces effets secondaires soient alors extrêmement préoccupants. Pour finir cette vidéo, j'aimerais dire quelques mots sur comment rendre ces algorithmes de traitement de langage éthiques. Alors, on pourrait vouloir surveiller davantage leur base de données d'entraînement, mais comme j'en ai parlé la semaine dernière, il faut bien se rendre compte qu'il s'agit là d'une tâche herculéenne et qui n'offre aucune garantie. Une autre solution qui me semble beaucoup plus robuste et prometteuse, celle qu'on présente dans notre livre Le fabuleux chantier, c'est de dépasser la conception de perroquet stochastique et de combiner ces facultés de modélisation du langage avec des objectifs vraiment alignés avec ce que nous autres humains aimerons vraiment que ces algorithmes fassent. Tel est le problème dit de l'alignement. Aligner les algorithmes, c'est faire en sorte que leur objectif correspond à ce qu'on voudrait vraiment maximiser. Telle est finalement l'approche qu'on utilise pour apprendre aux enfants comment parler. Initialement, les enfants ne font qu'écouter, puis répéter ce qu'il leur est dit. Cependant, on finit par leur dire que certaines choses sont indésirables à dire et que d'autres choses sont très bonnes à dire. On leur fournit ainsi des punitions et des récompenses, souvent uniquement sociales, en fonction de ce que les enfants disent. Ce faisant, on essaie ainsi d'aligner leurs punitions et leurs récompenses avec ce qu'on juge préférable à dire et à ne pas dire. L'alignement propose d'en faire de même des algorithmes. D'une certaine manière, il faut que les algorithmes puissent apprendre les choses qu'on juge désirables à répéter et les choses qu'on juge indésirables à répéter. Mieux encore, pour que l'alignement soit robuste, comme pour les enfants, il est utile d'aider l'algorithme à comprendre pourquoi certaines choses sont désirables ou indésirables à dire. Et il peut y avoir plein de raisons à cela. Certaines phrases peuvent simplement être une information erronée ou trompeuse, d'autres peuvent donner trop d'emphase sur des considérations secondaires, d'autres enfin peuvent aider à clarifier des situations complexes. Mais pour en arriver là, et pour éviter qu'il y ait un seul humain ou un petit groupe d'humains qui décide de ce qui devrait être dit et ne pas être dit, il est très important de collecter une grande quantité de jugements humains sur quels discours sont préférables à avoir et quels discours sont problématiques et pourquoi. Il est critique de constituer une base de données fiable, sécurisée et de grande taille, avec toutes sortes de jugements venant de toutes sortes d'humains. Eh bien, tel est l'objectif central de la plateforme Tournesol à laquelle je vous invite à contribuer. Sur Tournesol, on vous demande ainsi de juger les discours de différentes vidéos YouTube et de nous dire lesquels sont davantage fiables, davantage importants et davantage pédagogiques, entre autres. L'espoir étant que, le jour où suffisamment de contributeurs auront fourni suffisamment de jugements, on disposera d'une base de données suffisamment complète pour permettre aux algorithmes de mieux comprendre ce que la majorité des contributeurs de Tournesol jugent préférable à dire et ce qu'ils jugent préférable à ne pas dire. Même si bien sûr pour en arriver là de façon sécurisée et conforme avec l'objectif de représenter l'ensemble des préférences humaines, il va y avoir encore beaucoup de travail, notamment sur le plan de la recherche sur la sécurité et l'éthique des algorithmes.